inaliénable. La parole est à Monsieur Bastien Lachaud, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour 10 minutes. Merci bien. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Platon, qui domine les siècles et nos débats, affirme déjà dans les lois le droit à l'eau. Si la pénurie prive quelqu'un de l'eau potable nécessaire, il ira en puiser chez ses voisins. Si les voisins n'ont que le juste nécessaire, il se fera fixer par les agents publics sa quantité d'eau et cela procurera chaque jour chez les voisins. Cette citation illustre l'universalité et la constance des besoins humains fondamentaux. Mes chers collègues, aujourd'hui, en France, certains de nos concitoyens n'ont pas accès à l'eau pour leur vie et pour leur dignité. Ne croyez pas que la France soit épargnée par les problèmes d'accès à l'eau. Certes, dans une immense majorité des foyers, il y a l'eau courante, mais pas dans tous. Les Outre-mer sont particulièrement touchés. La qualité de l'eau y est en moyenne inférieure et y subit encore plus de pression. Le rendement des réseaux y est seulement de 53% contre 80% en métropole. Selon l'Office de l'eau en Guyane, 46 000 personnes n'ont pas d'accès direct à un service d'eau potable. Et quand l'eau est accessible, elle n'est pas forcément potable. En France, en général, seulement 43% des eaux de surface sont en bon état. Pas plus tard que la semaine dernière, une pollution au nitrate dépassant la norme a été observée dans 14 communes entre Saintes et Pont, en Charente-Maritime, rendant l'eau du robinet impropre à la consommation. Mais à part ça, tout va bien et les lois existantes sont suffisantes. Personne ne peut sérieusement le croire. Vous me direz peut-être que la Charte de l'environnement protège déjà les ressources en eau. L'eau est loin d'être protégée suffisamment. Chaque année, des zones sont en tension, voire en pénurie, et des mesures de restriction d'eau sont prises. La ressource se raréfie à cause des conflits d'usage, notamment entre l'usage des personnes et un usage industriel ou agricole. Il y a un enjeu concret à reconnaître le droit à l'eau. L'ensemble des acteurs sociaux, syndicaux et associatifs sont unanimes pour constater que le droit à l'eau, s'il bénéficie d'une reconnaissance de principe, n'est pas véritablement effectif. La France est en retard par rapport à ses engagements internationaux. Depuis 2010, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies reconnaît l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. L'article 14 de la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes de 1979 affirme le droit de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau. Ou encore, l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 impose aux États parties de prendre les mesures appropriées pour lutter contre la maladie et la malnutrition, grâce notamment à la fourniture d'eau potable. La présente proposition de loi constitutionnelle vise donc à traduire dans notre ordre juridique ces engagements internationaux et à garantir ainsi l'effectivité du droit à l'eau. La France, pays des droits de l'homme, n'est pas encore le pays du droit à l'eau. Une révision constitutionnelle similaire à celle proposée aujourd'hui a été adoptée en 2015 par la Slovénie. Cette proposition de loi est donc parfaitement réalisable. Elle est compatible avec le droit européen qui permet un monopole public de l'eau. La majorité aura beau jeu de rappeler l'article L210-1 du Code de l'environnement, modifié en 2006, pour prétendre que le droit à l'eau existe déjà. Il prévoit en effet que chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. Mais sans gratuité, cela est manifestement insuffisant.
On pourrait également évoquer l'article L115-3 du Code de l'action sociale et des familles, issu de la loi dite Brottes, qui prévoit qu'en cas de non-paiement d'une facture, la fourniture d'eau est maintenue jusqu'à ce qu'elle ait été statuée sur la demande d'aide à laquelle elle a droit de la part de la collectivité. Sans valeur constitutionnelle, cela est totalement insuffisant. Pour l'heure, la jurisprudence n'existe que parce que Veolia et la SOR ont tenté de revenir sur cette loi interdisant les coupures d'eau. Et le droit à l'eau n'est protégé qu'en tant qu'il est adossé au droit au logement. Mais que dire de ceux qui n'ont pas de logement? Tout cela ne permet pas du tout d'assurer la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Je rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation de novembre 2017 interdit aujourd'hui aux communes de fournir une certaine quantité d'eau gratuite. Mais qu'est-ce qu'un droit qui n'est pas effectif? Un droit de vote sans élection? Un droit d'expression sans presse libre? Un droit au logement sans logement disponible? Un droit à l'éducation sans école? C'est pourtant ce qui se passe avec le droit à l'eau. Tout le monde y a droit, en théorie, mais dans les faits, certains n'y ont pas accès. J'affirme que seule la gratuité des premiers mètres cubes d'eau permet de rendre effectif le droit à l'eau. Si cette quantité d'eau, indispensable pour préserver la vie et la dignité, n'est pas gratuite et accessible facilement, alors tous nos textes ne sont que des phrases. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En France, des hommes, des femmes, même des enfants n'ont pas accès à l'eau. Être propre, ne pas sentir mauvais, voilà des préoccupations quotidiennes pour des milliers de nos concitoyens du fait d'un manque d'accès gratuit à l'eau. Car je ne parle pas seulement des plus démunis, des personnes sans logement, avec un logement précaire ou trop pauvre pour payer la facture d'eau. Il s'agit d'un droit universel que nous proposons d'inscrire explicitement dans le bloc constitutionnel. Il s'agit d'un véritable choix de société. Est-ce que chacun doit payer pour accéder à la quantité d'eau nécessaire à sa dignité? Ou est-ce que nous considérons que, comme il s'agit d'un droit fondamental, alors l'accès à l'eau ne peut être conditionné à quoi que ce soit? Car si nous acceptons que les premiers mètres cubes d'eau sont payants, que la part fixe d'un abonnement pour les particuliers soit payant, alors un jour, nous accepterons que l'air que nous respirons devienne payant. On m'objectera vainement que la proposition de révision empiète ainsi sur la libre administration des collectivités territoriales. Mais aucune liberté n'est absolue. La libre administration des collectivités est déjà limitée par la loi et la Constitution. Il s'agit simplement de réserver la gestion de l'eau aux services publics, parce que l'eau est un bien commun, indispensable à la vie et à la dignité. Il est scandaleux qu'à l'heure actuelle, des entreprises privées fassent du profit en exploitant ce qui est pourtant un bien commun. Il faut mettre un terme à cette accaparation. Parce qu'au-delà des grandes phrases sur la libre administration, laisser ouverte la possibilité aux privés de gérer l'eau, c'est tout bonnement protéger les profits d'une petite oligarchie de 3 grandes compagnies privées, puissantes et prédatrices. Je rappellerai d'ailleurs que le système de régie est déjà largement majoritaire, puisqu'il concerne plus de 24 000 communes du pays sur les 36 000 qu'il compte, et que les grands opérateurs privés ne sont présents que dans les zones les plus rentables et les plus urbanisées. Cela ne serait un changement donc que pour celles et ceux qui doivent aujourd'hui payer une eau plus chère pour satisfaire aux exigences de rentabilité des compagnies privées. Par exemple, dans le département de Seine-Saint-Denis, dont je suis l'un des députés, l'eau est plus chère qu'à Paris, alors que majoritairement, ses habitants ont moins de moyens. Comment expliquer cette différence? Paris est en régime municipal alors que l'eau en Seine-Saint-Denis est gérée par l'entreprise Veolia. Pensez-vous qu'il y ait significativement plus de difficultés à acheminer et assainir l'eau en proche banlieue qu'à Paris? Bien sûr que non. La différence de prix s'explique par le simple fait que l'entreprise Veolia veut générer du profit, rémunérer des actionnaires, alors que le service public a pour seul but d'acheminer de l'eau potable aux habitants. Cette exigence ne vient pas d'une idéologie absurdement étatiste. Seul un service public peut garantir une tarification sociale et écologique, car les entreprises ont, elles, et c'est normal, un impératif de rentabilité, voire de profitabilité. Eh bien, cet impératif ne peut pas s'appliquer à l'eau. Inscrire clairement le droit à l'eau comme droit fondamental à valeur constitutionnelle appelle à être traduit dans la loi ordinaire pour des mesures plus précises, comme par exemple les obligations faites d'avoir des points d'eau, des toilettes et des bains-douches gratuits, une tarification progressive. Aujourd'hui, il s'agit donc de transcrire nos engagements internationaux dans le droit français,
au sommet de la hiérarchie des normes, en adoptant la présente proposition de loi constitutionnelle, pour garantir que les personnes aient un droit inaliénable d'accéder gratuitement à la quantité d'eau nécessaire à leur vie et à leur dignité, parce que la dignité est trop importante pour que les moyens d'y accéder ne soient pas garantis par la Constitution. Ne faites pas semblant de ne pas savoir. Vous voyez les personnes vivant dans la rue. Vous avez certainement déjà vu, comme moi, le cœur serré, des personnes essayant de s'y laver, préservant tant bien que mal leur dignité. Nous pouvons tous faire quelque chose aujourd'hui et maintenant. En votant cette proposition de révision constitutionnelle, mes chers collègues, vous pourrez soulager toutes ces personnes de leur quête quotidienne d'eau et de dignité. Mes chers collègues, vraiment, si vous considérez qu'il est compatible avec votre dignité d'aller vous laver devant tout le monde dans le métro, alors faites-nous-en une démonstration. Sinon, votez la loi. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Lachaud. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Madame la ministre, vous avez la parole.